Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de me choisir, ceux qui sont présents ici au beau soleil à l'extérieur. C'est très apprécié. Merci à ceux qui se joignent aussi de la chaire de recherche sur l'eau potable à distance avec nous. Donc, effectivement, je vais vous parler là, de planifier et développer le territoire par bassin versant, l'approche qu'on propose à la CM Québec, Communauté métropolitaine de Québec, dans le cadre de la révision de notre plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD. Donc, on va parler de PMAD pour la suite des choses, c'est le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ce dont je veux discuter avec vous aujourd'hui, c'est des différentes échelles auxquelles on a affaire, les échelles municipales, mais les échelles naturelles aussi, notamment celles de bassin versant. J'aborderai la vision métropolitaine de l'eau qu'on a adoptée l'année dernière, qui fixait les bases là, vers un aménagement du territoire par bassin versant, et finalement de la révision en cours actuellement du plan métropolitain d'aménagement et de développement, avec quelques notions plus particulières, dont celle des bassins versants d'intérêt métropolitain, et aussi l'intégration de nos règlements de contrôle intérimaire, deuxième acronyme, les RCI, pour la protection des sources d'eau potable. Donc, le PMAD est actuellement en cours de révision. Je tiens à le dire d'entrée de jeu. Donc, on a un premier projet qui est sur la table. On a des réflexions, des travaux. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, là, on est en amont. Le processus n'est pas complété. Le PMAD, dans sa version finale, n'est pas adopté. Donc, on vous partage aujourd'hui des intentions, une direction qu'on prend, mais bon, il est possible que les choses puissent évoluer là, dans les prochains mois. C'est tout à fait normal à ce stade-ci du projet. Donc, je commence en vous parlant d'échelle, puisque si on parle d'aménagement du territoire par bassin versant, mais on croise deux types d'échelles qui sont traditionnellement là, gérées de façon distincte. Donc, d'abord, les échelles municipales, les échelles traditionnelles d'aménagement du territoire qui sont régies, par exemple, par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On a 4 paliers ici. Donc, le palier gouvernemental, notamment le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui donne des orientations gouvernementales en aménagement du territoire là, qui doivent être respectées un peu partout au Québec, mais on a une particularité dans la région ici, c'est qu'on a le palier métropolitain, donc la communauté métropolitaine de Québec, qui reçoit ses propres orientations gouvernementales, qui doit les intégrer dans un plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ensuite, il y a le palier régional, donc les MRC, municipalités régionales de comté, ou encore l'agglomération de Québec ou la ville MRC de Lévis, qui doivent se conformer au plan métropolitain d'aménagement et de développement, mais qui ont aussi leurs propres orientations gouvernementales. Et finalement, on a le palier local, nos 28 municipalités à l'échelle métropolitaine, qui adoptent là, des plans règlements d'urbanisme qui doivent être conformes à la fois au schéma d'aménagement et au PMAD. Donc, c'est déjà là, un écosystème multi-échelle, assez complexe, avec des processus de conformité. Maintenant, quand on parle de gestion intégrée de l'eau par bassin versant, mais là, on va venir superposer de nouvelles échelles. Puis ici, je vous ai préparé là, une toute petite animation pour illustrer le propos de la superposition des échelles. Donc, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le territoire là, de la communauté métropolitaine de Québec, le territoire urbanisé. Là, la carte ici exclut les TNO, les territoires non organisés. Donc, sur ce territoire, on a 5 ce qu'on appelle les composantes, donc MRC de la Jacques-Cartier, l'agglomération de Québec, la MRC de la Côte-de-Beaupré, MRC de l'île d'Orléans et la ville de Lévis, qui font leur schéma d'aménagement. On ajoute à ça les 28 municipalités qui sont à l'intérieur de la communauté métropolitaine, je le disais tout à l'heure, avec leur plan règlement d'urbanisme. On a toutes les municipalités limitrophes. Lorsqu'on parle de gestion par bassin versant, on vient rajouter des nouvelles échelles. D'abord, celle des zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc ça, ce sont les territoires sur lesquels œuvrent chacun des organismes de bassin versant du Québec. Il y en a, si je ne me trompe pas, 8 qui touchent le territoire métropolitain. Bon, 6 de façon plus importante, là, puis 2 de façon plus marginale, disons. Les zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant ne correspondent pas nécessairement à un seul bassin versant, on englobe plusieurs. Donc, on peut rajouter ici, par exemple, les bassins versants de prise d'eau potable. Donc, ça, ce sont les bassins versants de prise d'eau potable là, à l'échelle métropolitaine. Et on pourrait rajouter tous les autres bassins versants de niveau 1 qui mériteraient quand même leur propre unité de réflexion. Donc, une fois qu'on superpose tout ça, là, on peut comprendre que déjà dans les échelles naturelles et les échelles administratives, il y a un petit enjeu puis une difficulté. Donc, c'est facile de dire on va faire de l'aménagement du territoire par bassin versant, mais sur quelle échelle, quel bassin versant, à quel niveau d'intérêt? Donc, c'est des questions sur lesquelles on se penche là, actuellement à la révision du PMAD. Maintenant, il y a aussi dans l'essence des approches d'aménagement du territoire et de gestion de l'eau par bassin versant des échelles de réflexion qui sont différentes. Donc, lorsqu'on travaille en gestion intégrée de l'eau par bassin versant,
On réfléchit bien évidemment à l'échelle du ou des bassins versants, à l'échelle d'aire d'approvisionnement d'une source d'eau potable, par exemple, de surface souterraine, des dynamiques amont-aval là, sur un même cours d'eau. On réfléchit beaucoup aux impacts cumulatifs à l'échelle du bassin versant de nos activités, aux efforts collectifs qu'on peut faire là, par la concertation, la collaboration. Quand on est en aménagement du territoire, tout ce que je viens de dire en gestion intégrée de l'eau par bassin versant, on peut y adhérer, mais dans notre quotidien, on met des affectations du territoire dans des schémas d'aménagement, on prend des décisions sur des lotissements, sur des usages associés à un lot, on peut mettre des conditions d'émission de permis. Donc, on est vraiment dans une autre échelle de pensée dans les activités quotidiennes. Donc, face à tout ça, on essaie de trouver des points de raccordement pour rapprocher l'aménagement du territoire de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'est ce que nous dit le cadre légal en vigueur. Maintenant, il reste à trouver comment le faire. Donc, la première chose dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la vision métropolitaine de l'eau, qu'on a adoptée l'année dernière, qui fixe les bases vers un aménagement du territoire par bassin versant. Ici, j'avais un petit vidéo. On n'est pas certain qu'il fonctionne, donc je vais le tester, mais s'il fonctionne, là, il est très court. C'est pour laisser la parole aux artisans de la vision métropolitaine de l'eau. Sinon, je pourrais le synthétiser. Il n'y aura pas de son? Voilà, on passe par-dessus. C'est une très courte vidéo, en fait, pour démontrer là, surtout l'esprit de la vision métropolitaine de l'eau. C'est une vision qui a été élaborée avec une centaine d'acteurs qui ont participé d'une façon ou d'une autre au cours du processus, dans une approche qui a duré 2 ans de co-construction, de collaboration, d'identifier des priorités à l'échelle métropolitaine. Donc, ce n'est pas que la vision là, de la CM Québec, ses élus et ses employés, mais c'est vraiment une vision à l'échelle métropolitaine qui a été partagée par les différents intervenants. Ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'énoncé de vision que je ne vous lirai pas là, en entier, mais je vais attirer votre attention sur d'abord le titre, l'eau au cœur des milieux de vie de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, si l'eau est au cœur des milieux de vie, ça implique une certaine forme de planification et de cohabitation. Mais surtout, la première phrase qui nous dit que l'aménagement, la protection des sources d'eau potable et le développement du territoire s'effectuent dans une logique de bassin versant, ce qui améliore la qualité des milieux de vie et leur résilience face au changement climatique. Tout le reste de la vision est excessivement intéressant aussi. Je vous invite à aller la voir, mais vraiment, on voulait mettre en première ligne qu'il faut désormais faire un aménagement du territoire à l'échelle des bassins versants, donc qui tiennent compte de la réalité propre du bassin versant dans lequel on se trouve. On a un plan d'action qui accompagne la vision métropolitaine de l'eau, un plan d'action 2021-2030, dans lesquels les 3 premières actions concernent directement ce dont je vous parle aujourd'hui. Donc, vous les avez à l'écran. La première action, c'est d'assurer un arrimage entre les objectifs des différents outils de planification de l'aménagement du territoire et ceux de la ressource en eau. Donc, on parle ici d'arrimage entre le plan métropolitain d'aménagement et de développement, les schémas d'aménagement et de développement et, par exemple, les plans directeurs de l'eau que font les organismes de bassin versant ou les plans de gestion intégrée de la ressource en eau que font les tables de concertation régionales sur le Saint-Laurent. La deuxième action vise à mieux encadrer l'aménagement et le développement du territoire en intégrant des mesures relatives au principe de moindre impact sur la ressource hydrique. Donc, c'est des choses qu'on souhaite intégrer aussi au PMAD. Et la troisième, c'est de maintenir ou instaurer des mesures de protection adéquates dans les bassins versants de prise d'eau potable municipale de surface en fonction de leur vulnérabilité. Donc, c'est là qu'on va toucher notre approche par règlement de contrôle intérimaire, puis plus particulièrement là, le cas du lac Saint-Charles qui nous intéresse aujourd'hui pour les gens dans la salle. Donc, ça nous amène, ça fixe les bases, ça donnait l'intention de ce qu'on souhaiterait voir dans une révision du PMAD, puis tous les documents de planification du territoire qui en découlent. Maintenant, je vous amène au contenu même de la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Pour ceux qui seraient moins familiers, qu'est-ce qu'un PMAD? C'est le principal outil de planification du territoire à l'échelle métropolitaine. Donc, en tant que CM Québec, c'est notre outil réglementaire. Il peut aussi avoir des règlements de contrôle intérimaire comme deuxième type d'outil réglementaire, mais c'est vraiment le PMAD qui est au cœur là, de la planification métropolitaine. Dans le PMAD, on doit définir des orientations, des objectifs, aussi des critères. Donc, c'est ça à quoi on va devoir se conformer là, aux autres échelles de planification du territoire. Et tout ça dans le but d'assurer la compétitivité, l'attractivité du territoire, aussi dans une perspective de développement durable. Pourquoi est-ce qu'on est entré en période de révision du PMAD? La loi le prévoit, de 1, mais on a été un petit peu plus proactifs. Nos élus ont adopté en 2015 là, une résolution qui nous demandait d'amorcer la révision du PMAD, ce qui a permis à l'époque d'adopter un RCI sur la protection des sources d'eau potable. On y reviendra. Mais dans cette résolution-là, les élus de la CM Québec ciblaient quand même 3 thématiques sur lesquelles ils souhaitaient qu'on aille un peu plus loin dans notre PMAD. Donc, on a un PMAD qui date de 2012. Maintenant, dans sa révision, on nous demande
de travailler sur la protection des sources d'eau potable, sur la mise en valeur du Saint-Laurent et sur le développement durable du territoire. Donc, 3 commandes finalement qui sont étroitement liées là, à la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Lorsqu'on fait un plan métropolitain d'aménagement et de développement, on a des orientations gouvernementales qui nous guident. Vous les avez dans la colonne de droite. Je ne vous les nommerai pas toutes, mais les 3 là, qui sont surlignées sont importantes. C'est là où on a des attaches davantage liées à l'eau. Donc, on a des orientations gouvernementales qui demandent de travailler là, sur les ressources et les potentiels naturels, sur l'environnement et les milieux naturels et sur la protection des personnes et des biens. Donc, quand on tombe dans la protection des personnes et des biens, on peut penser plus aux enjeux, par exemple, d'inondation, de mobilité de cours d'eau, d'érosion côtière. Pour faire notre plan métropolitain d'aménagement et de développement, on a plusieurs intrants. Bon, ils sont tous ici là, illustrés à l'écran. Je porte votre attention sur ceux qui sont là, en bleu, encerclés par un petit pointillé rouge. Donc, la vision métropolitaine de l'eau est un intrant direct du PEMAD, mais aussi les plans directeurs de l'eau de l'ensemble des organismes de bassin versant qui touchent le territoire et le PGIR de la table de concertation régionale sur le Saint-Laurent. On intègre aussi dans notre révision du PEMAD l'ensemble des études, des portraits, des règlements de contrôle intérimaires, des planifications sectorielles qui ont été réalisées par la CN Québec dans les dernières années. On va en aborder quelques-uns dans les prochaines diapositives. Donc, dans la révision de notre PEMAD, on a identifié 7 défis, donc des enjeux là, auxquels on doit faire face à l'échelle métropolitaine. Je ne les aborderai pas tous avec vous aujourd'hui, mais il y en a 2 qui touchent plus particulièrement à la gestion de l'eau. Donc, ils sont en mauve, ici en bleu mauve. Donc, une communauté métropolitaine assurant une occupation plus durable de son territoire. Donc, on vient chercher là, la notion de développement durable. Et aussi utilisant judicieusement ses ressources et conservant ses milieux naturels. Donc, c'est vraiment là, dans ces 2 défis-là qu'on va toucher davantage à la gestion de l'eau. Donc, j'aborde certaines idées qu'on est en train de développer dans le cadre de la révision du PEMAD avec vous, dont notamment les bassins versants d'intérêt métropolitain. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte avec le petit fouillis de lignes. On veut faire un aménagement du territoire par bassin versant, mais il y a un enjeu d'échelle. On ne peut peut-être pas là, penser faire tout en même temps. Donc, on s'est dit quelle bouchée on est capable de prendre dans la révision du PEMAD qui va être importante, ambitieuse, mais qui est aussi réalisable. Puis, on est arrivé avec l'idée des bassins versants d'intérêt métropolitain. Donc, de ne pas nécessairement travailler sur l'ensemble des bassins versants à notre échelle, mais de cibler ceux vraiment qui ont un intérêt là, à l'échelle métropolitaine. Pour identifier les bassins versants d'intérêt métropolitain, on souhaite se baser sur une approche là, qui s'appuie sur les notions de services écologiques. On a commandé une étude il y a quelques années qui a été publiée en 2019 sur la valeur économique des écosystèmes naturels et agricoles de la communauté métropolitaine de Québec. Dans cette étude-là, on nous parle de différents types de services écologiques, dont les services d'approvisionnement, par exemple l'approvisionnement en eau potable, les services de régulation et de soutien, régulation du climat, des maladies, la purification de l'eau, le contrôle de l'érosion. Bon, il y a les services ontogéniques, on les retient moins là, pour les bassins versants d'intérêt métropolitain, et les services socio-culturels. Donc là, on est davantage dans le récréo-touristique, le paysage, etc. Ici, je vous donne un exemple pour le service d'approvisionnement en eau potable. Bien, ici, vous voyez là, la carte des bassins versants de prise d'eau potable à l'échelle de la communauté métropolitaine de Québec. Depuis l'élaboration de cette carte, il y en a une qui s'est rajoutée, là, qui est une prise d'eau potable sur la rivière aux Chiens, sur la côte de Beaupré, donc qui devrait s'ajouter. Donc, ça donne un exemple, par exemple, de bassins versants qui pourraient être priorisés pour leur intérêt métropolitain pour le service particulier d'approvisionnement en eau potable. Les autres services qu'on évalue en ce moment, en plus des services liés à l'approvisionnement en eau potable, il y a les services de régulation et de soutien pour le contrôle des inondations, de l'érosion, pour le maintien des habitats. Donc, par exemple, des bassins versants qui seraient partagés entre 2 composantes, entre la Jacques-Cartier et l'agglomération de Québec, où il y a une zone inondable à Québec, mais que l'aménagement du territoire qu'on va faire en Jacques-Cartier peut influencer la zone inondable à Québec, bien, pourrait faire partie des bassins versants d'intérêt métropolitain qu'on retient. Aussi, certains bassins versants qui nous rendent des services socio-culturels beaucoup liés au récréotourisme. On a une planification là, qui s'appelle les trames vertes et bleues métropolitaines, donc on peut se baser notamment là-dessus. Et on souhaite ajouter, en plus de ces services-là, la notion de bassin versant d'intérêt pour la restauration. Donc là, on rentre dans un autre schéma de pensée, mais on a des bassins versants qui sont assez dégradés à l'échelle métropolitaine et pour lesquels on aurait intérêt à aller faire un gain en termes de restauration. Donc, voilà. L'objectif, en fait, de travailler par service, c'est d'être capable d'aller ensuite proposer des objectifs, des critères, des orientations dans notre plan métropolitain d'aménagement et de développement qui puissent répondre
au type d'intérêt basé sur le service. Donc, si on a un bassin versant d'intérêt métropolitain pour l'approvisionnement en eau potable, le type de réponse qu'on va vouloir y donner dans le PEMAD, c'est surtout par l'intégration des mesures qui sont issues de nos règlements de contrôle intérimaire qui existent déjà. Donc, on a des mesures, par exemple, sur le maintien de la végétation, des limitations au développement dans les fortes pentes. On peut penser à l'imperméabilisation des sols. Il y a certaines distances séparatrices entre des usages ou des constructions puis le cours d'eau. Si on est dans des services davantage de régulation des inondations, de contrôle de l'érosion ou habitat, bien, on peut aussi aller travailler en contrôle d'imperméabilisation, mais on pourrait réfléchir davantage connectivité écologique. On pourrait se doter d'une cible de conservation, par exemple, par bassin versant pour les habitats. L'image que vous voyez là, sur la droite, c'est le résultat d'une étude aussi qu'on avait commandée là, sur la connectivité écologique à l'échelle métropolitaine. Donc, on va s'en servir là, pour cet aspect-là. Pour les services socio-culturels, le récréotourisme, bien là, on pourrait avoir, par exemple, des cibles de couverts forestiers, une cible de conservation. On pourrait réfléchir aussi à des actions pour la création d'accès sécuritaire aux différents plans d'eau ou cours d'eau à l'échelle métropolitaine. Puis finalement, pour la restauration, donc les cours d'eau dégradés, bien là, on pourrait réfléchir davantage en termes de déminéralisation, de restauration des dynamiques naturelles des cours d'eau. Les mesures exactes restent à définir. Là. On est rendu à l'étape de structuration à ce stade-ci, mais je pense que ça donne une idée quand même là, des mesures différenciées selon le type de service qui peuvent être rendus par un bassin versant. Ici, tout à l'heure, dans le type de mesures, on parlait par exemple de contrôle de l'urbanisation. Mais ici, ces deux petites cartes là, que je vous montre qui sont issues du premier projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement. Quand vous regardez sur la gauche, la carte avec plusieurs couleurs, bon, mais quand on est dans les zones en bleu, c'est des zones qui sont développées il y a plusieurs décennies. Puis plus on s'en va vers les teintes de rouge, plus ce sont des développements récents à l'échelle de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, on voit quand même qu'on va s'établir là, de plus en plus loin de la zone en bleu, donc de plus en plus loin du centre-ville de Québec, qui a eu beaucoup de développement quand même dans les toutes dernières décennies là, dans la couronne nord. Donc, on a beaucoup de rouge, d'orange. Donc, ça, c'est évidemment, ça peut avoir des impacts là, tout à l'heure si on croisait, par exemple, avec les bassins versants de prise d'eau potable qui étaient aussi dans la couronne nord. Donc, on voit qu'il y a un enjeu ici qu'il faut aller encadrer, disons, là, pour s'assurer du maintien du service d'approvisionnement en eau. Donc, le PEMAD va proposer des mesures très concrètes pour ça. Ce que vous voyez à droite pour le moment, c'est le périmètre métropolitain d'urbanisation qui date de 2012, qu'on est en train de revoir actuellement là, pour s'assurer finalement que ce périmètre-là puisse contraindre cette expansion-là du développement urbain au sein d'un périmètre qui est défini. Maintenant, je souhaite aussi vous parler de l'intégration de nos règlements de contrôle intérimaire pour la protection des sources d'eau potable. Donc, je dis les RCI parce qu'il y en a plusieurs. Là. Souvent, les gens disent Québec a protégé le lac Saint-Charles. Ça fait souvent référence à ce qu'on a entendu aujourd'hui, des super beaux projets concrets, mais aussi au cadre réglementaire qui a été mise en œuvre par la communauté métropolitaine de Québec. Puis en fait, ce n'est pas un RCI, c'est plusieurs. Donc, il y a eu d'abord un RCI en 2010 qui visait à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la ville de Québec installées sur la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency. Donc, on cible deux bassins versants ici, prise d'eau de la rivière Saint-Charles, prise d'eau de la rivière Montmorency. Ce RCI-là de 2010 est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Par contre, par le plan métropolitain d'aménagement et de développement dans sa première version, en 2012, on a élargi certaines mesures du RCI à tous les bassins versants de prise d'eau potable. Donc, ce n'est pas l'ensemble du RCI qui s'applique tel quel. Saint-Charles-Montmorency ont comme un niveau de protection un peu supplémentaire, mais tous les bassins versants de prise d'eau ont un cadre là, qui s'applique via notre PEMAD. On a par la suite adopté en 2016 un RCI aussi, là, le 2016-74. Bon, ceux qui étaient de l'histoire se rappelleront que ça a été contesté. Il y a eu des démarches judiciaires, etc. Ce RCI-là a finalement été abrogé en 2019, mais a été remplacé en quelque sorte par le RCI 2019-91, qui est le deuxième RCI qui s'applique toujours pour édicter des nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau installées dans les rivières Saint-Charles et Montmorency. Donc, le RCI 2019, lui, s'applique vraiment juste à Saint-Charles-Montmorency. Il n'y a pas eu d'intégration via un PEMAD en ce moment pour l'élargir, par exemple, à d'autres bassins versants de prises d'eau potable. C'est ce qu'on pourrait souhaiter faire dans une révision là, du PMAD. Donc, on a aussi, là, en ce moment, on a des situations d'application très différentes selon les municipalités de ces deux RCI-là. Le RCI 2019, partout, s'applique encore directement par la communauté métropolitaine de Québec, puisqu'il n'a pas été intégré au schéma d'aménagement au plan d'urbanisme. Dans le cas du RCI 2010, c'est très diversifié. Donc là, on a des municipalités qui ont terminé leur concordance, donc qui ont le RCI est maintenant dans leur règlement d'urbanisme. Donc le règlement RCI ne s'applique plus, c'est le règlement d'urbanisme qui a intégré les dispositions.
Il y en a qui n'ont pas complété leur concordance, donc ça s'applique toujours là, par la CM Québec. Le RCI est toujours en vigueur pour eux. Puis il y en a qui sont des composants de la CM Québec, mais que leur territoire ne touche pas au bassin versant des prises d'eau de la Saint-Charles ou de la Montmorency, mais qui ont d'autres prises d'eau potable. Donc, eux, c'est le PEMAD qui s'applique sur leur autre prise d'eau potable. Donc, il y a un peu là, des situations d'application diversifiées. Puis, ça sont dans une situation d'application qui est un peu complexe en ce moment. Donc, dans la révision du PEMAD, on veut aussi aller uniformiser là, cette situation-là pour avoir des règles un peu, les règles sont déjà claires, mais savoir qu'est-ce qui s'applique où exactement, puis s'assurer d'une conformité la plus simple possible pour l'application. Les RCI ne sont certainement pas parfaits, là. Chacun peut avoir ses critiques, mais ont eu du bon quand même. Donc, je présente ici juste un petit graphique qui nous présente l'année de construction résidentielle dans les bassins versants de prise d'eau des rivières Saint-Charles et Montmorency de 2000 à 2019. Donc, on voit qu'entre 2000 et 2009, là, il y a eu une augmentation assez importante de l'émission en fait, de construction résidentielle dans le bassin versant. À partir de 2010, qui est l'adoption du premier RCI, on voit qu'il y a eu une diminution là, assez importante là, du nombre de constructions résidentielles à chaque année. Donc, ça a quand même là, tempéré le développement dans les bassins versants de prise d'eau potable. Tout à l'heure, je disais, en 2016, il y a eu une petite poursuite judiciaire, etc. Donc, il y a eu une faille là, pendant quelques mois dans la RCI en 2016 qui a permis à certaines personnes d'aller chercher des permis dans une période. Donc, on voit qu'en 2017, là, il y a eu 2017-2018, il y a eu un petit regain. Là, ça pourrait être lié là, à ce moment-là d'ouverture pour aller chercher certains permis. Mais de façon générale, on voit que les RCI ont permis de tempérer le développement dans les prises d'eau, dans les bassins versants des prises d'eau des rivières Saint-Charles et Montmorency. Donc, par la révision du PEMAD, là, on va avoir plusieurs situations qui s'appliquent. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend toutes les mesures du RCI de 2010 puis les mesures du RCI de 2019. Je le disais tout à l'heure, qui touchent une variété d'objets. Ça va de l'ouverture de rues au contrôle de la végétation sur les terrains, aux installations septiques, aux activités forestières. Donc, c'est très, très large, les objets que ça touche. Donc, on prend les deux RCI qui sont complémentaires, mais des fois qui touchent à des choses quand même un peu similaires. Quand on pense là, nombre d'arbres versus couvert forestier, des fois, ça peut être un peu difficile d'application sur le terrain. Donc, on prend toutes ces mesures-là, puis on est en train de les réfléchir en ce moment pour voir lesquelles peut-être on va souhaiter vouloir abroger, par exemple, parce que peut-être qu'après 10 ans, certaines mesures, on a été capable de démontrer qu'elles n'étaient pas pertinentes. On pensait que c'était une bonne idée, mais finalement, elles s'appliquent difficilement. Il y a certaines mesures qu'on va vouloir simplifier, garder soit celle de 2010 ou de 2019 ou un hybride entre les deux, là, mais simplifier l'application, ou qui sont prises en charge par un autre palier de gouvernement. Donc, en ce moment, il y a un nouveau cadre transitoire de gestion des zones inondables qui vient ajouter là, des nouvelles contraintes en rive, en littoral, en plaines inondables, qui des fois sont équivalentes à celles de nos RCI. Donc, si le gouvernement du Québec maintenant les régit partout au Québec à notre convenance, on ne sera pas obligé de maintenir là, certains éléments du cadre. Ça, c'est ce qui sera abrogé. C'est somme toute assez marginal, mais il y a des situations comme ça. Maintenant, pour chaque autre mesure, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on veut les conserver de façon normative pour le bassin des rivières Saint-Charles et Montmorency, qui ont toujours eu là, le plus haut niveau de protection. Donc, à ce moment-là, on pourrait garder là, des normes dans un document d'accompagnement. Mais les autres mesures, on pourrait décider d'en prendre certaines puis de les étendre à tous les bassins versants de prise d'eau potable. C'est ce qu'on avait fait avec la RCI de 2010. On pourrait décider d'en garder certaines spécifiquement à tous les bassins versants d'intérêt métropolitain. Et il y en a d'autres qu'on souhaite peut-être intégrer sur l'ensemble du territoire. Et là, je pense à des mesures de développement durable du territoire, de quartiers résidentiels au sens large, où on devrait intégrer, par exemple, des pratiques de gestion durable des eaux pluviales ou certaines mesures de ce type-là là, pourraient être généralisées à l'ensemble du territoire. À ce moment-là, on ne serait pas dans une conformité très stricte là, où on doit le démontrer dans le schéma d'aménagement, mais on serait sous une forme de tableau de mesures relatives, par exemple, au principe de moindre impact qu'on invite toutes les municipalités du territoire à respecter lorsqu'elles planifient leur développement. Donc, j'en arrive à la conclusion, puis après, on pourra discuter de l'un ou l'autre des points qui vous intéressaient davantage. Mais donc, les pistes de conclusion que j'ai pour vous aujourd'hui, puis je serais intéressé à entendre les vôtres aussi, c'est que si on souhaite planifier et développer le territoire par bassin versant, mais nous, on arrive à la conclusion qu'il faut différencier les mesures d'aménagement selon le service écologique à conserver ou à restaurer. Si on souhaite aller contrôler les crues, on n'aura pas la même mesure nécessairement que si on souhaite protéger les sources d'eau potable ou maintenir une activité récréotouristique.
Nous, on a pris la décision, puis on pense que c'est la bonne, de débuter par des bassins versants d'intérêt métropolitain parce que la tâche est quand même colossale. Donc, aussi bien débuter là où il y a un intérêt particulier là, à aller conserver ou restaurer. On met aussi beaucoup l'accent sur le processus de concertation, de co-construction avec les composantes des élus de la CN Québec à mener dans les prochains mois. Donc, on en a déjà fait beaucoup d'efforts pour le premier projet. Maintenant, si on souhaite que ça fonctionne, bien, il va falloir que ces mesures-là qu'on propose pour chacun des niveaux de bassin versant d'intérêt métropolitain démontrent une efficacité, mais suscitent aussi l'adhésion des différentes municipalités sur le territoire et des partenaires. Donc, en ce sens-là, la concertation, la co-construction est toujours pertinente, puis à différentes échelles, à notre échelle métropolitaine, à l'échelle des organismes de bassin versant, à l'échelle, par exemple, du lac Saint-Charles, dont on parlait tout à l'heure, où il y a un souhait de mettre en place un mécanisme de gouvernance. Je pense que c'est Sébastien là, qui l'abordait en ouverture. Finalement, l'autre conclusion, c'est que l'aménagement du territoire ne va pas tout régler. Donc, on peut faire certaines choses en matière d'aménagement du territoire, mais il y a plein d'autres mesures à mettre en place pour protéger nos bassins versants d'intérêt métropolitain, nos sources d'eau potable plus particulièrement. Aujourd'hui, on a vu plein d'exemples dans les premières présentations qui ne concernaient pas l'aménagement du territoire. Donc, souvent, les gens se disent, ah ben là, avec le PEMAD, on va aller protéger nos bassins versants, mais on va faire un bout de chemin, mais ce n'est pas le seul bout de chemin qu'il y a à faire. Donc, c'est vraiment important là, de penser concertation, collaboration, réfléchir à l'équité fiscale aussi. Si on demande à la Couronne Nord de Québec d'aller conserver davantage de milieux naturels, de protéger les sources d'eau potable pour permettre un développement dans le Sud, bien, un jour, il va falloir réfléchir à comment est-ce que ça se manifeste en termes d'équité fiscale, de taxes municipales, etc. Donc, c'est des choses qu'on réfléchit en marge de la révision du PMAD. Réfléchir aussi à des mesures incitatives pour la mise en place de bonnes pratiques. Donc, c'est l'ensemble des outils ensemble qui vont nous permettre d'atteindre un objectif de gestion intégrée de l'eau par bassin versant en matière d'aménagement du territoire. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on a le temps pour les questions. Ah, c'est pas plus tard. Il y a quelqu'un là-bas. OK. Bonjour, Monique Poulain, Université Laval. Merci pour la présentation. Vous avez montré les différentes sources, les prises d'eau potable. Est-ce que dans votre planification, vous tenez compte aussi de la demande future pour cette eau potable qui va présenter des enjeux en fonction du réchauffement climatique, entre autres? Est-ce que vous tenez compte, par exemple, de certaines sources alternatives qui seront nécessaires et que vous faites des actions comme en amont de cette future demande qui ne sera peut-être pas possible de rencontrer? Oui, on est préoccupé, tout à fait. En fait, on voit déjà que sur la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles, que dans certaines périodes d'étiage, on va puiser, je pense, 98 du débit. Donc, c'est certain que si on ajoute changement climatique, il y a une préoccupation légitime à y avoir. Il y en a sur des plus petites prises d'eau potable. Là. Je pense à la Ferrée, par exemple, où on pise une bonne partie du débit aussi. Ceci dit, l'identification de sources alternatives, c'est moins à l'échelle métropolitaine, c'est plus à l'échelle de chacune des villes à aller les identifier. Mais on a tout le volet changement climatique, là, effectivement, qu'on traite aussi dans le PEMAD avec une orientation spécifique que je n'ai pas abordée aujourd'hui, mais qui fait partie de nos préoccupations. Maintenant, sur les sources alternatives, un petit peu moins, puisque c'est moins notre échelle, mais c'est tout à fait pertinent et important. Est-ce qu'il y a des questions du niveau du public? Anaïs. Ah, oui. Oui, ben, ma question, c'était plus par rapport, là, si d'un coup, on choisit un bassin en fonction soit des services écologiques de gestion de l'eau ou un autre pour l'eau potable. Concrètement, les mesures là, qui pourraient être inscrites, là, plus Oui. d'application, ça pourrait ressembler à quoi? Ça peut Mais là, être la protection ou vous êtes en train de réfléchir on à est ça? en train, tu peux donner des exemples, mais bon, il y a un processus de collaboration, de concertation à faire. Là, fait que c'est pas moi qui va le décider seul, mais en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est croiser les différents services. Donc, si un bassin versant nous rend plusieurs services écologiques, tu sais, qui est à la fois prise d'eau potable, récréo, touristique, puis contrôle des inondations. Bon, la Saint-Charles, ça sera son cas, par exemple, parce qu'il y a ces trois dynamiques-là, qu'on va y donner un intérêt métropolitain plus élevé. Bon, si elle nous rend un seul service, elle pourrait avoir un intérêt métropolitain
aussi, mais un peu plus faible. Puis selon le niveau d'intérêt métropolitain, mais là, on pourrait aller choisir des mesures qui vont d'un cadre normatif assez strict. C'est ce qu'on fait en ce moment avec les RCI sur le nombre d'arbres à planter, les règles sur les installations septiques, sur l'imperméabilisation des sols. Puis si on est dans un intérêt métropolitain aussi important, mais peut-être moins grand, bien, à ce moment-là, on pourrait aller vers des mesures plus incitative ou suggérée, c'est ce qu'on appelle au PEMAD la conformité souple. Donc, en disant, bien, on vous demande de faire un développement à moindre impact avec des mesures de ce type-ci. Puis maintenant, c'est à chacune des municipalités de décider comment elle déploie sur son territoire. Il y a un gros entre-deux là, entre le normatif et les mesures souples. Puis c'est beaucoup l'approche qu'on souhaite promouvoir par le PEMAD. C'est une approche par cible. Donc, par exemple, si on est dans un bassin versant d'intérêt récréotouristique, on va se donner une cible de conservation de couverts forestiers ou d'air protégé, on va en déterminer ensemble. On va aller fixer la cible à atteindre, mais laisser une autonomie de moyens à la municipalité pour choisir ce qu'elle va faire exactement pour atteindre sa cible. Puis nous, on va suivre l'avancement vers la cible. Donc, ça peut vraiment se décliner de différentes façons selon le niveau d'intérêt, selon le service écologique, puis selon si on veut aller vers plus du normatif, des cibles ou des conformités plus souples. Donc, nous, on peut juste agir en aménagement du territoire. On peut suggérer certaines choses par le PEMAD aussi. On peut même fixer certaines attentes gouvernementales. Bon, le gouvernement n'est pas tenu de répondre aux attentes signifiées dans le PEMAD, mais peut les considérer. Là. Donc, la gamme est assez large, mais c'est sûr qu'on pense imperméabilisation, végétalisation, cible de conservation, par exemple, là, qui sont des choses importantes en gestion de l'eau. Oui, Madame Païse Maillot qui demande « Bonjour, est-ce que les documents réalisés par les MRC, soit les PRMHH ou les plans régionaux des milieux humides et hydriques, et éventuellement les plans de protection des prises d'eau potable seront pris en compte lors de l'élaboration du PMAD? » Salut, Pays. Oui, c'est une excellente question. Les PRMHH sont en cours d'élaboration en ce moment, puis l'échéance qui était prévue était pour le mois de juin. Donc, la réponse est oui, mais ce n'est pas fait actuellement parce qu'il faut laisser le temps au MRC de terminer leur PRMHH. La façon dont on souhaite notamment tenir compte, c'est dans le PEMAD, on souhaite avoir un réseau de milieux naturels d'intérêt métropolitain, donc de déjà identifier à l'échelle métropolitaine les milieux naturels là, qui sont les plus importants à cette échelle. Maintenant, on a une discussion à avoir avec les villes, MRC, municipalités de notre territoire. Certains nous demandent d'avoir un cadre normatif qui soit associé à ces milieux naturels-là. D'autres souhaiteraient que ça s'applique de façon plus souple. Il faut poursuivre cette discussion-là, mais c'est sûr que ce qui est fait dans les PRMHH pourrait augmenter là, le réseau de milieux naturels d'intérêt métropolitain. Pour les plans de protection des sources, ce serait intéressant, mais ils ne sont pas faits encore. Pour le moment, les municipalités font les analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable. Donc là, on récupère notamment les aires de délimitation là, des prises d'eau potable qui ont été faites par les municipalités pour les utiliser. Mais sur les actions à mettre en place, ce sera fait dans les prochaines années, les plans de protection là, par les municipalités. Donc, probablement que un PEMAD va être complété avant qu'on ait le travail des plans de protection des sources d'eau potable. Donc, peut-être dans une modification ultérieure, là, on pourrait l'imaginer. Oui, bonjour. En fait, ma question est en rapport. Il y a beaucoup de contrôles qui est établi au niveau de la Couronne Nord, entre autres, pour toute la question de Stoneham au niveau du développement urbain. Et dans le cas de la région de Québec, est-ce qu'il y a un certain contrôle qui va être établi en fonction de la prise d'eau, entre autres, de Québec, l'unité de traitement de Québec, et entre autres, le bassin versant qui est aussi le lac Saint-Charles qui alimente l'eau, en fait, de Québec? Parce qu'il y a quand même beaucoup de développement urbain. Quand on regarde dans la région actuellement, il y a beaucoup de développement en fait, démographique au niveau de Québec là, qui utilisent l'eau de l'unité de traitement de Québec et aussi du lac Saint-Charles. Bien, nos deux règlements de contrôle intérimaire, que ce soit celui de 2010 ou de 2019, s'appliquent sur l'ensemble du bassin versant de la prise d'eau de la Saint-Charles et de la Montmorency. Donc, Québec est concerné là, autant que Stoneham, que Lac-Beauport, etc. Là, tout à l'heure, je vous ai présenté un graphique des diminutions là, de construction résidentielle suite à l'entrée en vigueur des RCI. Là, on ne l'avait pas divisé sur ce graphique-là par municipalité, mais Québec fait partie des municipalités pour lesquelles on a vu la plus faible diminution. Là. Donc, Québec applique très, très, très bien les RCI. Là. Donc, ils ont le même cadre
que les autres là, sur les RCI. Ce sera la même chose dans le PEMAD révisé. L'ensemble des mesures qui s'appliquent pour la protection des sources va s'appliquer aussi à Québec, là, au même titre qu'à et Lac-Beauport. La différence, c'est que des situations comme Stoneham, c'est à peu près l'ensemble de municipalités qui est située dans le bassin versant de prise d'eau. Fait que c'est sûr que ça vient mettre une pression supplémentaire. Là. Pas beaucoup, on ne peut pas dire on va diriger le développement dans un autre endroit. On reste dans le bassin versant de prise d'eau, alors qu'à Québec, mais il y a une marge de manœuvre pour aller ailleurs que dans le bassin versant de la prise d'eau potable. Là. Donc, c'est des situations quand même qui sont différentes là, sur le territoire, mais le cadre s'applique à eux aussi. Est-ce que vous envisagez des changements par rapport à la gouvernance par bassin versant? Je pense que si on veut que les municipalités, disons, collaborent, je pense que la gouvernance est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ça? Tout à fait. C'est moins le rôle du PEMAD, mais ça intéresse quand même beaucoup la communauté métropolitaine de Québec. Il faut savoir qu'il y a eu la politique nationale de l'eau, la loi sur l'eau, la stratégie québécoise de l'eau, puis la gouvernance de l'eau est un mandat qui a été donné aux organismes de bassin versant du Québec. Il y en a 40. Dans le cas du lac Saint-Charles, c'est l'organisme de bassin versant de la capitale. Là. Les représentantes sont ici aujourd'hui. Sur la Montmorency, il y a l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency. Donc, légalement, c'est eux qui ont la responsabilité de la gouvernance de l'eau par bassin versant. Maintenant, après, on peut réfléchir à des sous-bassins versants. Par exemple, celui du lac Saint-Charles. Bon, c'est Sébastien, Marie-Josée, tous deux l'évoquaient là, en introduction, l'importance de se parler entre municipalités, etc. Donc, en ce moment, une réflexion qui se fait sur la mise en place d'une initiative de gouvernance sur le bassin versant du lac Saint-Charles. Là, je ne suis pas la personne la plus outillée pour vous parler des détails de tout ça, mais c'est sûr que nous, on y adhère. C'est important qu'on en fasse partie aussi comme communauté métropolitaine avec le regard qu'on amène, qui n'est pas celui d'une seule municipalité, mais un regard plus transversal sur la prise d'eau, finalement, au sens un peu plus large. C'est plus en fait un commentaire, mais je suis d'accord avec le principe, évidemment, de la gouvernance par bassin ou peu importe, là, la réflexion à ce titre-là. Quelque chose de fondamental, on entend souvent, bon, c'est le bassin de la prise d'eau, mais à toute fin pratique, nous aussi, on puise notre eau dans ces bassins-là. C'est là qu'on y puise notre eau potable. Fait que c'est dans ce contexte-là, autant où on préserve chez nous, puis on préservera ailleurs. Là, je pense que c'est intéressant de le voir aussi comme ça, parce que quand j'entends, mettons, prioriser un bassin d'intérêt, d'un autre côté, je me dis, OK, où est le bassin qui n'a pas d'intérêt? L'eau potable, tant qu'à moi, c'est un intérêt planétaire, voire, en tout cas, bref, la grande région, prenons notre cas à nous. Ça fait que c'est. En tout cas, ça fait drôle, mais je comprends qu'il y a plein de subtilités là-dedans, puis on aura des belles discussions avec. Mais c'est d'intérêt métropolitain. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'intérêt. C'est que nous, on n'a pas comme mandat, finalement, d'aller faire les choses à la place des villes ou des MRC. Donc, nous, quand on dit intérêt métropolitain, mais c'est ça, c'est si la dynamique touche deux composantes, donc Jacques-Cartier, Québec, par exemple. Mais s'il y a un bassin versant de prise d'eau potable qui est 100% en Jacques-Cartier ou 100% à Québec, qui est tout à fait important. C'est peut-être moins le rôle de la communauté métropolitaine puis du PMAD parce qu'il y a des gens qui ont pleine autorité là, pour encadrer son développement dans un schéma d'aménagement. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a moins d'intérêt, c'est par rapport à la notion de métropolitain, là, la nuance. La seule chose, c'est que j'ai perdu mon écran. Donc, merci beaucoup.